Alors, c'était Java Hipster, c'était le hipster des Java. Et alors j'ai fait cette librairie-là en vision particulière, si ce n'est mon propre amusement. Et effectivement, elle a eu beaucoup de succès, elle a pas mal grossi. J'ai rejoint Microsoft dans leur équipe Advocacy, où on bosse avec les équipes produits pour leur dire ce que veulent les développeurs ou ce qu'ils veulent pas. J'ai été élu Java champion il y a, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça, grâce à JHipster en fait. Je dois tout à JHipster à la base. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Because. Je suis Sofiane Ouarab, consultant chez Kaibi, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Julien Dubois. Bonjour Julien. Bonjour Sofiane, merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Dans un premier temps, Julien, j'aimerais que, si tu le veux bien, que tu puisses te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord, alors je suis Julien Dubois, je fais du Java depuis une vingtaine d'années. Généralement les gens me connaissent parce que j'ai fait un projet open source qui s'appelle JHipster. Donc je pense qu'on va discuter, la première moitié de ce podcast sera consacrée à JHipster. Donc il y a un projet open source qui permet de générer entre autres, en particulier des applications Java. Et depuis 3 ans, maintenant je travaille chez Microsoft sur la plateforme Azure, pareil sur du Java. Et donc je pense qu'on va aussi en parler pendant ce podcast. C'est généralement mes deux activités, c'est JHipster sur l'open source et Java sur Azure pour la partie plus travail de tous les jours. Et donc je suis chez Microsoft depuis 3 ans. Voilà. D'accord, donc on fait du Java chez Microsoft. Alors oui, ils avaient commencé avant moi quand même. Il y a une vingtaine d'années, ils avaient fait Visual J++. On n'en parle plus maintenant. Il y avait une première tentative de faire du Java il y a longtemps qui n'avait pas été un franc succès. Microsoft a repris du Java, on va dire sérieusement. Je dirais il y a 6 ans. C'était bien 3 ans avant que j'arrive. Alors pour différentes raisons. Déjà, il y a pas mal de Java en interne. Il y a, Minecraft, LinkedIn, Yammer, c'est des sociétés qui appartiennent à Microsoft et qui sont faites en Java, donc forcément il y a du Java en interne. Même sur Azure, il y a plein de Java dans Azure en interne. Et puis après, pour les clients, parce que forcément il y a plein de clients qui font du Java. Java c'est un langage majeur. Et entre autres sur Azure, il y a forcément un énorme nombre de développeurs et de sociétés qui font du Java sur Azure. Donc forcément ça intéresse Microsoft. On veut que les développeurs et les entreprises aient une bonne expérience sur Azure. Donc depuis, je dirais environ 6-7 ans, il y a un grand renouveau de Java sur Azure et ça s'accélère de plus en plus. Donc quand tu as rejoint Microsoft, toi tu étais développeur Java Advocacy quand tu es arrivé chez Microsoft. Alors oui, quand j'ai rejoint Microsoft, avant moi j'étais en SS2I d'ailleurs, j'étais en ESN comme on dit maintenant, pardon. En France, et j'ai rejoint Microsoft dans leur équipe Advocacy. Donc c'est les avocats pour les développeurs de Microsoft. Donc le but est d'aider les développeurs à mieux utiliser les technologies Microsoft, mais aussi à ce que Microsoft fasse des produits meilleurs pour les développeurs. Ça va dans les deux sens. Je les ai rejoints donc il y a 3 ans en tant qu'advocate Java. Depuis ça a pas mal grossi. Donc maintenant j'ai une équipe de 5 personnes. Donc avec moi on est 6. Ça dépend comment est-ce qu'on compte tout le monde. Après, il y a une équipe virtuelle qui est un peu plus grosse. Mais on est 6 développeurs Java chez Microsoft. Un peu partout dans le monde. Je suis le seul en France. Il y a une personne en Allemagne, une en Afrique du Sud, une au Japon et 2 aux États-Unis. En fait, on couvre le monde. Voilà, c'est un peu l'idée. Et les 2 hémisphères. J'imagine que tu es confronté à des problématiques de décalage horaire, ces choses-là, vu que tu travailles avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde. Oui, alors il y a, c'est tout le temps ça en fait. C'est pareil avec mon équipe parce qu'on peut jamais faire de réunion avec tout le monde, c'est pas possible. C'est toujours pas sympa pour 1 ou 2 personnes, donc on essaie d'éviter. Et puis après les équipes de dev d'Azure, moi je bosse beaucoup. Alors la maison mère c'est à Seattle, donc forcément on bosse beaucoup avec les gens de Seattle, donc eux ils se réveillent vers 17h heure française. Mais beaucoup de développement Java sont faits aussi à Shanghai en Chine. Donc c'est plutôt le matin. Donc en fait le matin j'ai les Chinois jusqu'à 11h et après j'ai les Américains qui se réveillent vers 17h. C'est pour ça que d'ailleurs on se voit là à 13h parce que c'est l'heure tranquille. Tu l'as évoqué en intro. Donc avant d'être chez Microsoft, t'as aussi fondé une librairie Java qui s'appelle JHipster. Une librairie très connue depuis 2013 il me semble. Ça a 8 ans bientôt, je sais plus, 7-8 ans.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de cette belle aventure Gipster? Oui, alors Gipster, pour faire un peu l'historique au début, donc moi j'étais en SS2I, j'étais chez Hippon Technologies, mais avant j'avais travaillé aussi chez Spring, enfin la société qui faisait le framework Spring, donc j'étais très très bon chez Spring, et à l'époque il y avait des librairies de création de projets Java et Spring, entre autres il y a quelque chose qui s'appelait AppFuse, qui était très populaire, mais qui battait un peu l'aile. C'était un moment où il n'y avait pas encore, où ces librairies-là étaient en perte de vitesse, où il n'y avait pas encore ce qui est populaire aujourd'hui, c'est-à-dire Spring Boot. Donc il y a des nouveautés dans Spring aujourd'hui qui sont très populaires. Et il y a un moment comme ça où effectivement il n'y avait pas grand-chose pour démarrer une application Spring rapidement. Et on SS2I, comme dans plein de sociétés, notre problème c'est comment est-ce qu'on démarre son appli rapidement. Donc à l'époque j'ai créé Gipster pour ça, c'était c'était Java Hipster, c'était le hipster des Java. On se moquait un petit peu à l'époque des gens qui faisaient du AngularJS. Alors à nouveau je parle d'un temps ancien. Et donc c'était un mélange de JavaScript, NPM, etc. pour le front avec du Angular, et le back du Spring normal, pas Spring Boot, ça n'existait pas encore. Et alors j'ai fait cette librairie-là, j'allais dire purement par intérêt personnel, amusement, fun, enfin sans vision particulière, si ce n'est mon propre amusement. Et effectivement, elle a eu beaucoup de succès, elle a pas mal grossi. Donc là aujourd'hui, on a presque 20 000 étoiles GitHub, on doit être à plus de 600 contributeurs, donc c'est un projet qui a pris beaucoup d'ampleur. On s'est professionnalisé aussi dessus. Maintenant, on est une association française d'ailleurs. C'est un projet français. C'est loi 1901 pour l'association. On a trouvé pas mal de sponsors. Là, on est à, je pense qu'on a plus de 100 000 euros de budget par an en sponsoring qu'on utilise pour payer certains contributeurs, faire des bug bounty, s'acheter du matériel, alors tous les ans. Avec le Covid, il y a un petit trou, mais tous les ans, on fait une petite conférence. Je peux déjà dire, d'ailleurs, on va en faire une cette année. Je viens de payer il y a 2 heures, j'ai payé la salle. Donc, on va en faire une petite à cause du Covid. Donc, on se restreint. En tout cas, on utilise l'argent des sponsors pour faire vivre le projet. Donc, ça peut être des conférences, des rencontres, payer le voyage aussi des contributeurs pour qu'on se retrouve, payer du matériel, donc des Macs, etc. pour qu'on puisse développer. Et le projet aujourd'hui a pris donc une ampleur qui est, j'allais dire, surprenante pour moi. Je continue de le faire. Alors, par rapport à Microsoft, c'est un peu compliqué. Je le fais à la fois sur mon temps libre parce que c'est mon hobby et ce que j'aime bien faire et mon association. Et en même temps, il y a un intérêt pour Microsoft parce que les applications Gipster peuvent se déployer sur Azure. Donc c'est parfois un petit peu étrange. Donc je fais un petit mélange. C'est à la fois du travail et de la passion. Donc tu restes encore aujourd'hui le principal développeur de Gipster? Alors plus vraiment principal développeur parce que déjà il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui travaillent plus que moi sur le projet en ce moment. Je pense à Pascal Grimaud. Enfin il y a plusieurs autres personnes qui travaillent beaucoup sur le projet. Le projet c'est aussi scindé en plusieurs parties. Donc on pourra en parler. Il y a une partie canal historique, c'est le Gipster d'origine qui est fait en JavaScript, qui est très populaire et c'est celui qu'il faut utiliser aujourd'hui. Et il y a une partie maintenant recodée en Java qui est en train d'émerger, qui est très prometteuse, mais qui n'est pas encore au niveau de la version historique. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de travaux différents sur le projet. Et moi, j'ai pas mal de temps sur l'association, sur l'organiser une conférence, etc. Donc j'ai finalement moins de temps pour coder qu'avant. Donc c'est plus moi qui code le plus. Je suis toujours président de l'association et je fais pas mal pour le projet, mais moins de code qu'avant. Mais après, on peut pas. Voilà, c'est pareil. Le projet a tellement grandi, à un moment, on peut plus tout faire. Ouais, justement, comme tu le disais, Gipster, avant, c'était toi tout seul dans ton coin il y a 8 ans. Maintenant, c'est une grande communauté avec beaucoup de contributeurs. Comment ça se passe la gestion de passer d'une personne seule dans son coin qui crée Gipster à une grosse librairie gérée par beaucoup de personnes? On a eu plusieurs étapes en fait. Au tout début, je m'y attendais pas, donc c'était pas prévu. Donc au début, c'était très, j'allais dire, j'étais content d'avoir n'importe qui rejoignait le projet. Et ça, c'est à la fois super. N'importe qui fait un projet open source est content d'avoir des contributeurs. Mais c'est aussi un problème assez rapidement, c'est que les gens ont tendance à ramener chacun ce qu'ils ont envie de faire, et dès qu'il y a un petit peu de monde, ça devient rapidement le bazar. Ce qui est d'ailleurs un des problèmes encore aujourd'hui de Gipster. On a tellement de codes et pas tellement de monde différents que c'est compliqué à maintenir.
En fait, on dit oui à tout le monde et après on a un code qui est compliqué à maintenir. C'est le fardeau de tous les projets open source qui réussissent. Après, donc il y a un moment où c'est un petit peu plus, formalisé. Et on a aussi commencé à payer des gens il y a, je sais plus combien de temps, 3-4 ans, quand on a commencé à avoir un peu de sponsoring sérieux. Alors pour deux raisons. Déjà, on s'est rendu compte que c'était très bon sur les petites fonctionnalités. Parce que, de raison, des petites fonctionnalités fun. Il faut ajouter ces deux choses-là. Si c'est petit et c'est fun, quelqu'un qui aime bien faire du Java, etc., il va faire ça le soir et il n'y a pas de problème, c'est fait. Si c'est compliqué ou pas sympa, c'est mon premier point. Et le deuxième point, si c'est très long, là on n'est plus très bon. Parce qu'il n'y a personne qui est prêt à passer sa soirée à faire un truc pas sympa ou qui est prêt à passer 2 semaines, même sur un truc sympa, parce que personne n'a le temps. Donc là, on a commencé à payer les gens, donc ce qu'on appelait des bug bounty, enfin ce qu'on appelle toujours des bug bounty sur le projet. Et en fait, on paye comme ça les principaux contributeurs, enfin n'importe qui. C'est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Si vous nous écoutez, vous voulez contribuer, allez regarder sur notre GitHub. On a des labels. Vous voyez 100, 200, $500. S'il y a $500 dessus, c'est si vous faites la pull request qui résout le bug, vous gagnez les $500. Et on a fait ça pour motiver donc les gens sur les parties pas très sympas et pour aussi, rétribuer un petit peu les gens qui passent beaucoup de temps, qui étaient nos deux problématiques. Suite à ça, on a réussi à passer un cap sur le projet, donc ce qui fait qu'aujourd'hui le projet, on arrive à faire des choses assez complexes et avoir une bonne maintenance, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Après, ça nécessitait une organisation, parce que dès qu'il y a de l'argent et qu'on paye les gens, il faut une association, il faut des statuts, il faut regarder les aspects financiers, il faut gérer l'argent. Enfin, c'est plus du tout pareil. Mais bon, nous, c'était nécessaire pour que le projet survive et puis aussi pour que moi je puisse survivre aussi, parce que je pouvais plus tout gérer. Donc ça c'est aussi une étape qui m'a permis de faire moins sur le projet, et c'était, je pouvais pas tout faire à un moment, c'était plus possible. Donc tu l'as dit tout à l'heure, le projet initial est fait en JavaScript. Oui. Vous avez décidé il y a quelques années de refaire un Gipster, mais cette fois-ci en Java. Quelle est un peu en ce moment la part de travail entre l'ancienne application en JavaScript et la nouvelle en Java ? Alors en fait, il y a deux équipes. Hein. D'accord. Il y a des gens qui sont restés sur l'ancienne version et il y a des gens qui sont passés sur la nouvelle. Ça dépend des goûts de chacun. Enfin, il y a plein de. Il n'y a pas de dispute. Hein, en fait, chacun préfère ses choses. Il y en a qui sont restés à l'ancienne version et d'autres qui sont sur la nouvelle. À nouveau, c'est pas sûr que la nouvelle réussisse. C'est très bien parti. Franchement, alors, en tant que développeur, c'est bien plus agréable à faire en Java. On va dire parce que je suis javaïste que je préfère Java. Mais honnêtement, on a du code JavaScript qui a quand même 8 ans, où il y a énormément de gens qui sont passés et beaucoup de gens différents, sans parfois des contrôles. C'est ce que je disais au début, on était content d'avoir des contributions. Donc, quelqu'un fait une contribution sur une technologie qu'on aime bien, on est content de l'avoir. On regarde pas forcément dans le détail de ce qu'il apporte. Il donne gratuitement, vous n'allez pas. C'est comme quand un ami vous amène une bouteille de vin, vous n'allez pas dire non, elle n'est pas terrible, reprends-la. On a tendance à la prendre. Et du coup, on se retrouve avec. Je dirais sur la bouteille de vin, on a une cave avec plein de bouteilles un peu bizarres. Et donc il y a déjà cette partie-là. On est aussi basé sur une technologie qui s'appelle Yeoman, qui est extrêmement populaire à l'époque pour faire des générateurs de code. Mais Yeoman est tombé un peu en désuétude, ce qui fait qu'aujourd'hui le principal contributeur de Yeoman, c'est lui-même quelqu'un de Gipster. En fait, c'est nous qui le maintenons maintenant, quasiment. Et puis aussi depuis cette époque-là, Java a beaucoup progressé. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a en Java aujourd'hui. Et aujourd'hui, le recodage de Gipster en Java, c'est une version qui est bien plus agréable à utiliser, à tester, à développer. Et aussi, alors, la conception qui est pas la même parce qu'on a tous progressé. L'un des problèmes de Gipster, c'est la combinatoire entre les différentes technologies que les gens choisissent. Vous allez dire, je veux une base de données, je veux un cache, etc. Et ça va faire une combinaison. Si vous avez une base de données, on sous-entend peut-être que vous allez utiliser Hibernate. Si vous avez choisi un cache, on va faire un cache qui fonctionne avec Hibernate. On se rend compte que très vite, il y a une explosion combinatoire de toutes ces technologies-là qui va faire que c'est très compliqué à maintenir parce qu'on n'a pas bien conçu son projet au début. La version d'origine de Gipster n'a jamais été conçue pour ça. J'avais jamais pensé que ça deviendrait comme ça. Donc, c'est aujourd'hui beaucoup de ifs and else imbriqués qui fonctionnent parce qu'on a une très bonne couverture de test, mais qui sont compliqués à maintenir.
La nouvelle version est bien plus modulaire. Donc la nouvelle version, on va être capable de plus facilement choisir plein d'options et de les combiner. Donc c'est plus sympa pour les utilisateurs finaux, mais aussi c'est plus sympa pour les mainteneurs, parce qu'on a quelque chose de bien plus découpé. Et du coup, c'est plus facile pour nous d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de les modifier. Donc voilà, la nouvelle version en Java a, j'allais dire, une très belle potentialité. Après, la version historique en JavaScript va certainement pas s'arrêter d'ici là, parce que aujourd'hui, on doit être à 150 000 downloads par mois, donc on a beaucoup de monde dessus, et elle est très avancée, de manière avec 600 contributeurs, c'est très compliqué de refaire quelque chose de ce niveau-là. Donc je sais pas, je pense qu'on aura les deux longtemps, on verra comment ça évolue. Après, il y a beaucoup de code commun quand même, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est recodé, mais ça fait pareil, hein. En gros, on génère le même type d'application. Et alors, ce que les gens voient pas forcément, mais l'une des complexités sur Gipster, c'est pas le code en lui-même, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est l'application finale. C'est plus là où, pour moi, il y a des discussions, où il y a de la réflexion. Après, l'implémentation, elle est, j'allais dire, plus simple que la discussion et la réflexion sur ce qu'on veut faire. Donc là, voilà, il reste plein de choses en commun entre les deux projets. Qui décide des nouvelles features de Gipster ? Vous avez un groupe d'experts Alors oui, enfin, il y a 3 niveaux. Il y a, alors j'allais dire, déjà, quiconque veut contribuer. À nouveau, pareil, on est content, quelqu'un qui ramène une nouvelle fonctionnalité, qui dit je vais m'en charger. Bon, c'est rare qu'on lui dise non quand même. Donc les nouvelles features, ça peut être simplement une personne qu'on connaît même pas qui va arriver et qui la propose. Premier cas. Ensuite, on a ce qu'on appelle la core team. Donc on a une vingtaine de personnes avec les droits de commit. Donc là, on a tendance à bien discuter entre nous. C'est aussi pour ça qu'on fait bientôt une petite conférence entre nous avec les principaux contributeurs pour qu'on discute. Et depuis 1 an environ, on a fait exprès d'avoir ce qu'on appelle le leadership board. Donc là, on a pris des gens externes, alors qui connaissent bien le projet, mais qui sont pas encore contributeurs généralement, pour avoir une discussion trimestrielle avec une étude d'où on veut aller, pour avoir une vision plus stratégique. Quel est le futur, où on va, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à manquer. Typiquement, je sais pas, en ce moment en Java, la mode c'est GraalVM. Alors, dans la leadership team, on a une personne qui s'appelle Alina, qui est elle-même développeur advocate chez Oracle sur GraalVM. Donc, elle a tendance à pousser GraalVM, mais on a pris exprès des gens sur les technos qui nous paraissent pertinentes pour pousser dans le bon sens. Donc, oui, il y a une partie stratégie. Et alors là aussi, le sponsoring est important pour nous, parce que c'est aussi là où on va mettre des bug bounty. On veut pousser GraalVM, on va mettre de l'argent dessus. Et on a beau être associatif, donc une loi de 1901, etc., d'être, j'allais dire, super ouvert sur l'open source. Au final, dès qu'on met un peu d'argent, les choses ont quand même tendance à avancer dans ce sens-là. Donc on essaie de s'organiser un petit peu là-dessus, simplement pour qu'on ait quelque chose qui ait du sens pour les utilisateurs finaux, hein, si c'est pour eux qu'on fait ça au final. Est-ce que tu peux nous en dire plus là, actuellement sur les grosses problématiques que tu as rencontrées et que tu rencontres toujours lors de cette phase de migration, pour passer de ton ancien Gipster vers le nouveau Gipster ? Alors pour l'instant, on n'a pas encore j'allais dire, migration d'un ancien projet sur un nouveau. Je pense que ça sera compliqué parce qu'on n'organise pas du tout le projet de la même... Enfin, quoique. En le disant, j'y réfléchis. Donc il y a des parties qui sont très proches de l'ancien, et beaucoup d'idées qui sont les mêmes. Après, il y a d'autres parties en termes de code qui sont assez différentes. Donc, je ne sais pas si on pourra facilement migrer de l'un vers l'autre. Ça risque d'être un AngularJS vers Angular 2 comme à l'époque. Mais bon, après, il faut voir. Ça reste... Alors, on se base sur Spring Boot, sur les deux. C'est-à-dire que sur le Gipster historique, il y a d'autres versions. Il n'y a pas que Spring Boot. On peut faire en Quarkus, même en .NET ou en Node.js, il y a d'autres versions. Là, on se refocalise sur Spring Boot pour l'instant parce que c'est ce qui marche le mieux de très très loin. Donc ça va adresser des projets Spring Boot qui font grosso modo la même chose, hein. Donc c'est pas non plus révolutionnaire complet sur le projet final. Mais bon, on n'a pas encore fait une migration de l'un vers l'autre. Je sais pas ce que ça donnera. On verra. T'accordes aussi beaucoup d'importance à l'open source et au fait que le projet soit français. C'était un choix dès le début de vouloir rester en open source, que ce soit libre, d'avoir une communauté derrière. Alors moi, que ce soit open source, oui, depuis le début, parce que c'était ce qui m'intéressait. Moi, je viens du monde donc Spring, qui est toujours complètement open source. Même Java, c'est open source, hein, donc je suis de ce monde-là, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis c'est aussi comme ça qu'un projet comme ça peut fonctionner, hein, sinon tout de suite, il faut une boîte. Enfin, c'est pas du tout... Moi, j'ai jamais voulu monter de boîte de soft là-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui est
qui dépasse complètement ce que j'avais envie de faire. Enfin, je faisais ça pour m'amuser. Hein. J'ai pas fait ça pour essayer de monter un business. Donc ouais, pour moi, l'open source c'était super important. Le fait que ce soit français, je dirais ce qui s'est plus passé, c'est que comme j'étais en France, forcément il y a plus de Français que d'autres nationalités qui ont contribué. Et puis quand il a fallu monter une boîte, une asso soit 1901 en France, c'est très facile à faire. J'avais pas de raison d'aller chercher autre chose. Hein. C'est ce qu'il me fallait pour avoir un compte en banque, une assurance, enfin toutes les choses, j'allais dire un peu embêtantes qu'on a quand on monte une assoce. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu comme un club de foot. Hein. C'est une assoce avec un compte en banque, une assurance, quelque chose de très simple. Mais en France, c'est très bien fait là-dessus. Le milieu associatif est très très bien fait en France. Donc voilà, on a bénéficié de ça. Et oui, c'est des très bonnes choses en France pour le coup. Parmi nos auditeurs, on n'a pas forcément des gens qui font du Java, on peut avoir des gens qui font du .NET ou d'autres langages. Et si ces personnes-là ont envie d'avoir quelque chose comme Gipster dans leur langage, comment ils peuvent faire ? Alors sur Gipster, je l'appelle Gipster historique, mais le Gipster en JavaScript qui est le vrai Gipster d'aujourd'hui. Il y a une version .NET et une version JavaScript qui, a priori, sont bonnes. Moi, je suis développeur ni de l'un ni de l'autre, hein, donc je dis juste que je les vois, qu'on les aide, qu'on discute souvent, et que cela date bien fait. Après, je suis pas expert ni de l'un ni de l'autre, donc je reste à ma place là-dessus. Après, oui, on a des versions de Gipster dans d'autres langages. J'espère qu'on va continuer à l'avoir. C'est pas forcément évident, justement, si on fait une migration. Et c'est des versions qui ont des petites communautés. Alors, c'est moins gros que la partie Spring Boot. Hein, on reste toujours là-dessus. La partie Spring Boot, c'est plus historique. C'est que j'ai démarré là-dessus. C'est là où ça a attiré les gens. Et puis elle est juste énormissime avec le nombre de développeurs, ce qui veut pas dire que les autres soient pas importants, c'est juste elles sont écrasées par le poids de Spring Boot. Mais oui, on a des versions .NET et Node.js. La dernière que j'avais utilisée c'était la .NET, ça avait l'air bien fait. Et après voilà, je travaille chez Microsoft mais je suis pas du tout développeur .NET, donc je suis pas du tout capable de dire si c'est bien codé. Je peux juste dire que ça a l'air de bien fonctionner, que les gens ont l'air d'être contents. Puisqu'on parle de Microsoft, la semaine dernière, il s'est passé un événement. Très belle transition. Merci. Un événement annuel, la Microsoft Build. C'est un événement que Microsoft a l'habitude de faire pour annoncer aux développeurs, enfin à tout le monde, toutes les nouveautés à venir. Et il y a eu énormément d'annonces, beaucoup de choses ont été annoncées. On en a sélectionné quelques-unes qu'on va pouvoir discuter ensemble de ces choses-là. La première, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est Azure Spring Cloud, donc qui te concerne directement. Oui, alors c'est certainement l'annonce qui me concerne le plus. Donc on a un partenariat, alors Microsoft a un partenariat avec VMware depuis, alors officiellement depuis 3 ans, ça avait bien sûr des discussions avaient démarré avant, pour créer une plateforme commune qui s'appelait Azure Spring Cloud. Moi j'ai rejoint Microsoft entre autres pour ça, j'ai fait le lancement, enfin j'ai bossé dessus depuis le début. Il s'est passé 2 choses sur Azure Spring Cloud à Build de la semaine dernière. Déjà, c'était renommé, donc maintenant c'est Azure Spring Apps. C'est une remontée des gens parce que vous savez, une librairie qui s'appelle Spring Cloud, qui trouvait ça un peu confusant d'avoir ce nom-là. Donc maintenant, ça s'appelle Azure Spring Apps, mais c'est la même chose. Donc ça, c'est une petite news pas très importante. Et après, la news importante, c'est qu'il y a une version entreprise qui est sortie, qui était déjà disponible, mais qui n'était pas en version finale. Maintenant, là, en version finale, donc dessus, vous pouvez déployer vos applications Spring avec des fonctionnalités supérieures à ce qu'on avait sur la version actuelle, mais aussi un support de Spring. Alors, je reste dans mon monde, là je fais le lien aussi avec ce qu'on disait avant sur Gipster, etc. Moi, je fais toujours du Spring Boot. Alors, on va dire, il y a 10 ans, je bossais sur Spring. Il y a 8 ans, j'ai fait Gipster sur Spring. Et là, depuis 3 ans, avec Microsoft, je fais Azure Spring Apps. Donc, je suis toujours sur la même thématique. Et l'un des intérêts, enfin, il y a 2 intérêts en gros à Azure Spring Apps. D'une part, il y a des services managés. Donc, au lieu de gérer, je sais pas, Eureka, qui est le service de discovery qui est par défaut sur Spring, là, c'est géré par Microsoft et VMware. Donc, vous avez des services managés qui vous évitent de les gérer vous-même. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a du support, surtout en version entreprise. Donc, vous avez des versions de Spring supportées par VMware. Donc, j'allais dire pour beaucoup d'entreprises, alors c'est rassurant au niveau de la sécurité, et aussi il y a des contraintes aussi légales pour l'entreprise qui veulent du support. Donc ils ont tout fourni sur Azure Spring Apps pour déployer leurs applications Spring Boot et Gipster sur Azure. Donc ça, c'est la partie qui me concerne le plus. Après, dans la pratique, le changement de nom, c'est
copier-coller un certain replace pour nous. Ce qui est plus intéressant, oui, c'est la partie Azure Spring Apps Entreprise, où il y a donc des nouveautés. Entre autres, il y a la gateway, c'est la gateway de Spring, c'est Spring Cloud Gateway qui est fournie en version managée. Donc, il y a pas mal de travail là-dessus. Moi, sur la partie advocacy, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qu'on faisait sur l'advocacy. On fait 3 choses, en fait. On fait donc des conférences. Généralement, c'est là-dessus que les gens me connaissent, parce qu'on va faire une conférence, on va parler d'Azure Spring Apps, ou un podcast, comme maintenant. Il y a une deuxième chose qu'on fait, qui est un peu moins visible, on fait la documentation, ou des tutoriaux, etc. Donc, typiquement, j'en ai fait plein. Si vous faites le workshop sur Azure Spring Apps, c'est moi qui ai écrit le workshop. Donc, c'est un peu moins visible, mais ça reste visible. Et puis après, il y a tout le travail qu'on fait avec les équipes produits. On bosse avec les équipes produits pour leur dire ce que veulent les développeurs ou ce qu'ils veulent pas. Donc moi, il y a un gros travail avec ces équipes-là pour pousser certaines fonctionnalités parce qu'on pense que les développeurs vont les vouloir, ou ne pas les pousser parce qu'on pense qu'ils vont pas les vouloir. Donc voilà, moi c'est pas mal de travail ces derniers mois là-dessus sur Azure Spring Apps. Voilà. D'accord, on a bien compris qu'il y avait une nouvelle surcouche entreprise avec du support en plus, une API Gateway, enfin Spring Cloud Gateway qui simplifie un peu les API. Les appels aux API, enfin il y a une gateway devant, alors qu'on pouvait avant déployer soi-même manuellement, mais maintenant qui est géré. Et il y a alors c'est même pas une nouvelle version, ça c'est un peu d'ailleurs ça peut être un peu surprenant pour les gens. On a un service discovery dans Azure Spring Apps qui alors historiquement, dans Spring, c'est quelque chose qui s'appelle Eureka, qui est une librairie qui vient de Netflix, que tout le monde utilise. C'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a toujours sur Gipster d'ailleurs. Et sur Azure Spring Apps, alors c'est la même chose sur tous les tiers, sauf le tiers entreprise. C'est-à-dire que ça fonctionne de la même manière, c'est managé, donc on sait pas comment ça fonctionne, mais c'est une version différente dessus. Donc vous avez une version entreprise, on va dire, qui est plus sécurisée, plus performante. Je sais pas si je peux dire les détails, donc je vais pas les dire. Au cas où je vérifie ce que j'ai le droit de raconter dessus. Mais c'est une version plus entreprise. Voilà, c'est une version entreprise. Après, en tant qu'utilisateur, ce qui est intéressant sur Azure Spring Apps, c'est managé. Donc, à la rigueur, c'est presque pas votre problème. C'est, vous déployez votre app, elle tourne, elle va scaler, les microservices vont se retrouver entre eux, il y a la gateway qui va les exposer. Le détail de ça, faut le laisser, à Azure et à VMware qui le gère pour vous. On fait plein de docs où on détaille ce qu'on fait, mais l'intérêt de cette plateforme-là, c'est de pas avoir à vous embêter, à comprendre ça et à le gérer, parce que c'est pas simple. Surtout tout ce qui est service discovery, si vous faites du Eureka, nous c'était un problème sur Gipster. Faut absolument l'avoir en haute disponibilité. Si votre service discovery tombe, plus aucun microservice se trouve, du coup ça marche plus. Donc il faut une haute disponibilité, il faut le sécuriser, il faut du SSL, etc. pour que sinon pas se faire pirater de partout. Et puis il faut surtout le patcher pour le mettre à jour. Ça aussi, faut le gérer avec la haute disponibilité. Enfin, ça a l'air de rien comme ça, mais au final, avoir un Eureka haute dispo sécurisé, c'est du boulot. Et donc c'est peut-être pas plus mal d'avoir une entreprise qui gère tout pour vous. Mais après, c'est un choix. Enfin, je suis pas non plus là pour forcer les gens. Microsoft a aussi annoncé, entre autres, durant cette MS Build, côté cloud plutôt, Azure Container Apps, que tu connais aussi un peu. C'est peut-être un petit peu moins, t'es un petit peu moins dessus que le cloud, mais tu connais aussi un petit peu. Par rapport à oui, alors Azure Container Apps, donc c'est quelque chose qui est annoncé il y a, je pense, 1 an, je sais plus l'annonce publique. Là, c'est annoncé en version disponibilité pour tous, donc on peut l'utiliser en prod maintenant. C'est intéressant par rapport à la fois Gipster et Azure Spring Cloud. En fait, je pense qu'il y a un énorme potentiel dessus sur Azure Container Apps. Azure Container Apps, en fait, l'idée c'est qu'on donne une image Docker et elle est gérée par Azure. Et quand on est gérée, elle a des capacités de scalabilité automatique de 0 à n, on va dire. Donc elle peut être arrêtée, vous ne payez rien, et elle peut scaler jusqu'à, on va dire, 20 instances, beaucoup d'instances automatiquement. Elle a des capacités Service Discovery, donc il y a un petit lien par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais là, ça utilise une technologie Microsoft qui s'appelle Dapper pour le faire. Donc elle a,
des fonctionnalités proches de ce qu'on vient de voir avec Azure Spring Apps. Il y a de la scalabilité, du service discovery, mais ça fonctionne pas du tout de la même manière, déjà sur ces services-là. Et ensuite, on lui donne pas une application Java, on lui donne une image Docker. Donc c'est plus générique. Et alors là, vous avez, j'allais dire, des désavantages et des désavantages, hein, comme toute techno. Je vais commencer par les désavantages, parce que pour moi, il y en a moins, mais quand même. Comme c'est une image Docker, c'est vous qui gérez la version de Java et qui gérez le monitoring de cette version de Java. Sur Azure Spring Apps, comme aussi, on a un autre service qui s'appelle Azure App Service, c'est la même chose, où fournit une version de Java qui est gérée par Microsoft, mise à jour par Microsoft, patchée par Microsoft. Et aussi, on a du monitoring, pareil, avec un agent Java qui est géré par Microsoft, managé, patché, etc. Donc, sur nos services, je veux dire pur Java, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec tout ce qui est JVM et monitoring de la JVM. Sur Azure Container Apps, comme c'est une image Docker, c'est votre choix de mettre une JVM et une version de la JVM et de devoir la patcher et la monitorer. Donc, c'est le petit désavantage, hein, vous avez plus de travail ici. Par contre, l'avantage, c'est que c'est une image Docker, donc c'est facile à faire pour tout le monde. Et à partir du moment où vous faites du Java, ça vous donne deux options de build. Vous pouvez, surtout Spring Boot, vous pouvez builder une application Spring Boot avec Java dans votre image Docker, ça marche très très bien, il y a plein de gens qui font ça. Mais vous pouvez aussi faire un build avec aujourd'hui ce qu'on appelle Graal VM, donc un build natif, et là vous avez une image native Linux qui démarre plus vite et qui prend moins de RAM. Et pour ce genre de plateforme qui peut scaler à 0, donc quand vous avez personne, ça vous coûte rien, et après qui peut scaler très vite, c'est intéressant d'avoir ce type de build. Donc là, sur Azure Container Apps, en gros, vous avez le meilleur des mondes, où vous pouvez soit déployer du Java, si c'est ce que vous préférez, soit du Graal VM, avec les bénéfices de l'un et l'autre suivant vos besoins. Donc c'est une plateforme par rapport à nos autres plateformes qui va être plus souple dans vos choix. Après, vous avez plus de responsabilités du coup. Hein. C'est pareil pour Graal VM, à vous de le monitorer, à vous de mettre à jour, qu'il y ait une nouvelle version, de rebuilder, etc. Mais je veux dire, pour le coût il y a un coût d'ingénierie supérieur. Par contre, il y a une flexibilité, une performance, une scalabilité qui est supérieure après quand vous déployez. Donc moi, je pense que beaucoup de gens vont être intéressés par ça, ne serait-ce qu'en termes de coût et de scalabilité. C'est une plateforme qui est... moi, je commence à déployer pas mal de choses dessus. C'est une super plateforme, là, en fait. Moi, je build avec Graal VM, mes images ne me coûtent rien, elles scalent toutes seules. Je pense que ça va être intéressant pour beaucoup de monde. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est pour un développeur Java, on va dire Spring Boot ou Quarkus, c'est vrai que je ne parle pas de Quarkus, mais c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, on a un workshop Quarkus pour Azure Container Apps qui est sorti cette semaine, qui est fait par mon compère Antonio Concalves. Donc pareil, si vous faites du Quarkus, c'est la même chose, c'est une très bonne plateforme pour déployer vos apps, soit avec une JVM, soit avec Graal VM. Du coup, je pense qu'Azure Container Apps a un gros avenir. Donc ça vient de sortir, donc on ne sait pas encore ce que le marché va en dire, mais moi j'y crois beaucoup à cette plateforme. Il y a un troisième sujet qui a retenu ton attention durant la MS Build, qui est assez impressionnant aussi, c'est Copilot. Donc pour ceux qui connaissent pas Copilot, c'est un algorithme qui va remplacer tous les développeurs d'ici 10 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les nouveautés, sur ce que Microsoft a annoncé concernant Copilot ? Oui, alors là c'est un outil de développeur. Hein, donc à la base c'est une société qui s'appelle OpenAI dans laquelle Microsoft a investi. Alors j'ai dit de tête $2 milliards, je crois. Je me citez pas sans vérifier, mais je pense que c'est ça. Donc ils utilisent quelque chose qui s'appelle GPT-3 pour générer automatiquement du code. Ça a été intégré sous forme de plugin à Visual Studio Code, un VS Code qui est l'IDE de Microsoft, et aussi d'autres IDE. Ça fonctionne aussi dans IntelliJ, enfin ça fonctionne ailleurs. C'était en bêta depuis une bonne année. Enfin moi je suis dessus depuis un bon bout de temps maintenant. Mais c'était pas ouvert à tous. Là maintenant c'est ouvert à tout le monde depuis la semaine dernière. Donc si vous voulez le tester, franchement testez-le. Faut le tester pour vraiment se donner une idée de la puissance et de l'étendue de la chose, parce que c'est assez bluffant. Moi, là, c'est partie des choses, honnêtement, au niveau technique, qui commence à me dépasser. Là, c'est là où j'atteins mes limites techniques. C'est la limite magique pour moi, c'est-à-dire que vous commencez à taper du code, quel que soit le langage, ou vous commencez à taper même du texte, même en français maintenant, ça autocomplète, et ça autocomplète de manière généralement très très bonne. C'est assez surprenant.
En fait, l'algorithme a appris, donc, en prenant énormément de projets, alors forcément des projets open source, mais en prenant énormément de projets, ça apprend aussi sur vos projets. En fait, on voit qu'il comprend le projet lui-même et il arrive à auto-compléter comme ça de nombreuses choses. C'est surprenant et surtout c'est pas lire un langage. On voit que ça marche. On fait du Angular, ça marche. On fait du. Ils ont pas pu faire tous les langages, hein, c'est pas possible. Et ça marche même quand on écrit du texte. Donc c'est vraiment assez bluffant. Ça change la manière de développer. D'une part, ça vire le code. En anglais on dit boilerplate, le code simple, on va dire. Quand vous faites tout le temps la même chose, vous faites un contrôleur REST, c'est tout le temps pareil. Ça, il peut le coder pour vous. Donc en tant que développeur, vous gagnez beaucoup de temps. Et alors, ça vous force quand même aussi à vérifier ce qu'il fait. Il ne faut pas non plus être idiot. C'est-à-dire qu'il y a une autocomplétion par défaut, puis après on peut ouvrir un petit onglet, il propose les 10 solutions les plus proches. On peut choisir, puis après on peut même recoder, bien sûr. Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps sur du code simple. Voilà, un contrôleur REST, ça me fait tout gagner ça me fait tout. Des fois, quand j'ai des algos, il est pas bête. Une petite astuce, souvent, c'est d'écrire des commentaires avant, ça l'aide. Alors, je sais pas exactement pourquoi, mais il comprend le commentaire et ça va l'aider à comprendre ce que vous voulez faire. Et voilà, plusieurs fois, il m'a fait quelque chose de soit exactement ce que je voulais, soit très proche. Donc, j'ai clairement un gain de temps et je vais moins lire la Javadoc. Où je vais moins lire Stack Overflow parce qu'il va faire pareil en gros. Après, il faut pas non plus le croire sur parole. Hein, ça n'empêche pas de devoir réfléchir, hein, sinon ça serait trop simple. Oui, c'est comme Stack Overflow. Simplement, c'est un Stack Overflow qui est déjà intégré dans l'IDE, quoi. Et Stack Overflow, vous allez copier-coller, etc. Là, ça arrive déjà tout seul. Est-ce que justement, en testant, en manipulant, tu as pu déjà voir un peu des limites? Donc ça a l'air génial, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit tiens, il manque encore un petit peu d'intelligence artificielle ou des choses comme ça? Alors comme avec des collègues, on est un peu taquin, on essaie de le prendre en défaut. Il est extrêmement bon sur les gros mots, etc. On n'a jamais réussi à lui faire dire des. Je pense qu'il a un filtre. On n'a jamais réussi à le prendre en défaut sur des choses comme ça. Par contre, non. Après, plus sérieusement, c'est très sérieux. On a passé une soirée à essayer de l'embêter. L'algorithme est assez bien fait là-dessus. Par contre, oui, il y a des gens qui ont des fois vu des problèmes avec, où l'algorithme, j'allais dire, recrache des choses qui n'ont pas de sens ou des répétitions. Il fait plein de if à la suite parce que, je sais pas, il a appris de quelqu'un qui faisait plein de if. Voilà, ça reste quelque chose qui, j'allais dire, reprend du code qu'il a vu en l'interprétant. Donc, faut pas non plus lui en demander trop. Mais moi, franchement, 90% du temps, c'est assez juste et ça me fait gagner du temps. Enfin, en gros, je fais tabulation, ça m'écrit tout le code, je retouche les 2-3 parties qui ne vont pas et c'est fait. Donc, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps quand je code par rapport à coder avec un IDE. Ah oui, puis aussi, quand j'écris, en fait, donc pour mon boulot, on fait pas mal de docs, pas mal de tutoriaux, etc. Donc, j'écris beaucoup en anglais. Ça m'aide en fait à écrire en anglais, comme tous non anglophones. Des fois, j'écris moins facilement en anglais où il y a des mots qui sont plus compliqués pour moi. Il m'auto-complète les phrases. C'est clairement une facilité pour moi. Même si je fais de l'anglais tout le temps, c'est toujours ça reste pas ma langue maternelle et c'est vrai que Copilot m'aide beaucoup pour écrire en anglais. Après, peut-être qu'on va pouvoir me dire oui, mais du coup ton texte il ressemble à tous les autres textes. Alors, pour une documentation, ce qui est très bien. C'est vrai que la documentation Azure, tout le monde elle est censée être uniforme, donc c'est très bien. Après, si je devais écrire un roman avec un style particulier, oui, c'est forcément pas très bien. Après, c'est pas mon domaine. Mais on arrive à la limite, enfin, c'est un peu philosophique, hein, mais à la limite de l'algorithme. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut de la créativité, il est plus là. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu souhaiterais aborder, un sujet de la MS Build qui t'a particulièrement plu ou que tu souhaites aborder ici? Sur MS Build, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu dans les annonces, je sais pas si ça. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui en parlaient. Après, ça peut dépendre des gens. Il y avait ce qu'on appelle le projet Volterra. Donc c'est un PC fait par Microsoft. Enfin, c'est un PC. C'est basé sur un processeur ARM. Donc c'est plus du Intel. Et Microsoft va le livrer pour pouvoir développer sur les processeurs ARM. Ça intéresse pas mal de monde aujourd'hui. C'est le même genre de processeur qui est maintenant sur les nouveaux Mac. Et d'ailleurs, le portage de Java sur ARM, c'est Microsoft qui l'a fait. On l'a repris. On n'est pas les seuls à l'avoir fait, mais aujourd'hui, si vous avez ARM sur Apple M1, sur les nouvelles puces Apple, c'est entre autres grâce à Microsoft. Et là, on veut continuer de le faire avec nos propres puces pour le coup. Donc, il y a
y a une grosse poussée de Microsoft, mais c'est pas les seuls. Hein. Donc Apple fait pareil sur ce type de processeur parce qu'ils sont ils sont performants, mais ils sont plus efficaces. Et ce qui est une grosse recherche aujourd'hui, en particulier pour les data centers. Hein. C'est pour Azure, hein, forcément. On peut déjà. Amazon a ça depuis longtemps. C'est les Graviton. Ils ont déjà des processeurs ARM. Nous, je crois qu'ils sont déjà arrivés. Mais ça commence à arriver assez fort. Donc des processeurs qui consomment moins et qui sont du coup moins chers. Hein, c'est-à-dire pour faire tourner votre Java, vous avez votre application Java qui devrait tourner de la même manière. Vous avez une JVM, donc elle devrait tourner pareil, quel que soit le processeur. Par contre, pour un prix inférieur, ce qui intéresse forcément tout le monde, et pour une consommation inférieure, ce qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Green IT, on essaie d'avoir des data centers qui consomment moins, etc. Une des solutions, c'est d'avoir des processeurs qui consomment moins, parce que, les processeurs Intel, les i7, i9 qui sont très puissants, ils ont un défaut, c'est qu'ils consomment beaucoup. C'est le gros succès de Mac récemment. Si vous prenez les nouveaux processeurs M1 de Mac, ils sont aussi puissants que des processeurs Intel, mais surtout ils consomment beaucoup moins. Donc c'est aussi ça qui est intéressant pour. Alors peut-être en temps particulier, hein, c'est vrai que ça réduit votre facture électrique. Aujourd'hui c'est important, ça chauffe moins, etc. Donc il y a plein d'intérêts, mais il y a une grosse poussée pour les data centers où là ça devient un problème critique. Hein. Donc je pense que c'est intéressant de voir cette poussée sur ces nouveaux processeurs c'est aussi des processeurs qui ont plus de cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à une limite depuis facile 10 ans sur la vitesse du processeur. Moi, quand j'étais jeune, en fait, on attendait 1 an, 2 ans, puis il y avait des processeurs 2 fois plus rapides. Donc vous n'aviez pas trop à vous embêter pour faire du code plus rapide. Vous attendiez 2 ans, puis c'était 2 fois plus rapide parce que le processeur était 2 fois plus rapide. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ce qui arrive, c'est des processeurs qui ont plus de cœur. Donc je pense qu'on a encore, bien 5 ans, 10 ans, un nombre de cœurs qui va augmenter, comme dans les GPU. Ça, c'est une nouveauté technique intéressante dans les années à venir. Donc, moi, ça m'intéresse pas mal. Donc, on a cette nouveauté-là. Et une deuxième nouveauté où j'ai eu beaucoup de bruit sur Twitter. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais Microsoft a annoncé quelque chose qui s'appelle les DevBox. Donc, c'est des environnements de développement virtuels. On avait pareil pour Office avant, donc quand vous êtes une entreprise, au lieu d'avoir des PC avec Office pour tout le monde, vous pouviez les louer dans le cloud. Maintenant, on pourra aussi louer des environnements de développement. Alors, il y a déjà un peu pareil sur GitHub, il y a quelque chose qui s'appelle GitHub Code Spaces, mais c'est vraiment que un environnement Docker, donc ça vous installe Java, etc., mais ce ne serait pas plus que ça. Là, les DevBox, c'est un PC Windows complet dans le cloud. En tout cas, on voit d'ailleurs, Microsoft a déjà 2 offres là-dessus. On voit qu'il y a une grosse demande des entreprises pour avoir des environnements de développement entièrement gérés dans le cloud parce que c'est plus sécurisé, c'est plus simple à déployer. On voit aujourd'hui que les gens dans les entreprises, ils arrivent, ils repartent, ils bossent à la maison. Donc c'est très compliqué à sécuriser, à déployer. C'est bien plus simple d'avoir des PC virtuels avec tout dedans. Et les gens finalement, ils ont peut-être leur PC personnel à la maison, mais c'est qu'un terminal pour accéder à une ressource cloud qui elle est sécurisée, mise à jour, patchée, sécurisée, etc. Enfin, je vois qu'il y a clairement une grosse demande là-dessus. C'est aussi l'évolution du télétravail, c'est tellement qui fait ça. J'ai vu beaucoup de gens qui s'est intéressé à Build d'avoir ces environnements de travail. C'est vrai que quand on voit aussi les difficultés, les pénuries aujourd'hui pour s'approvisionner en matériel, etc., je pense que ça peut être pas mal de dire on les loue à la demande au lieu d'avoir un PC ultra puissant qui est à la maison, qui fait rien le 3/4 du temps, autant l'avoir en commun dans le cloud et déjà payer moins cher, mais aussi l'utiliser que à la demande. Ouais. Pareil, ça peut être aussi vu comme du Green IT. Hein, au lieu d'acheter 15 PC, on en achète que 3 qu'on se partage. C'est peut-être pas plus mal. On n'a pas encore eu l'occasion de l'évoquer, mais tu es aussi un Java champion. Félicitations. Félicitations. C'est assez rare pour le souligner. Il y a combien de Français Java champion ? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on est une dizaine ou une vingtaine. Alors, dans le monde, il doit y avoir 300 Java champions. Après, tout le monde n'est pas toujours actif. Hein. Il y a des gens qui arrêtent après un moment pour diverses raisons, hein, parce qu'ils font d'autres langages, parce qu'ils partent à la retraite. C'est déjà vu. Donc, on est 300 dans le monde. Je dirais peut-être une centaine qui est vraiment actif aujourd'hui. Et en France, oui, peut-être une vingtaine. Dans les gens... on s'est rencontrés pour ce podcast via Java Champion, via José Pomar.
Oui. Là, je me demande si j'osais toujours Java Champion, parce qu'on peut pas être employé d'Oracle et Java Champion. C'est une limite. José, si tu nous écoutes, tu pourras répondre à Julien en privé. C'est intéressant, tu as perdu le titre temporairement. En fait, l'une des règles pour être Java Champion, donc c'est déjà de pas être d'Oracle, vu que c'est Oracle qui donne le titre, sinon c'était... mais lui, il était avant, bien sûr. Et donc, c'est censé être donc, des experts autour de Java qui sont neutres, pour ceux qui ne peuvent pas être d'Oracle, neutres et indépendants, histoire d'une part pousser le langage, mais pas de le pousser avec un intérêt trop orienté, en tout cas vers Oracle. Donc on en trouve dans toutes les grosses boîtes, il y en a plein aussi chez IBM, chez Microsoft on est une douzaine maintenant de Java Champion. Donc ça donne un certain équilibre, on va dire, entre toutes ces entreprises qui font du Java, mais qui sont derrière quand même concurrentes, enfin partenaires et concurrentes, hein, parfois c'est un peu compliqué entre IBM, Oracle, Microsoft, suivant les produits, les offres, on est très amis, très partenaires, et puis parfois concurrents. Donc et les Java Champions sont une entité au-dessus de tout ça, où on œuvre tous pour pousser Java, je vais dire dans le bon sens après, j'espère que c'est dans le bon sens. Hein. Donc j'ai été élu Java Champion il y a, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça, grâce à Gipster en fait. Hein. En fait, il faut participer à la communauté, donc avec Gipster j'avais ça, et à faire des talks, des conférences, etc., être un peu public. Donc ce que j'avais aussi, mais aussi grâce à Gipster entre autres, hein. Moi je dois tout à Gipster à la base. Et donc depuis que je suis Java Champion, ça m'a pas mal aidé déjà dans ma carrière, hein, entre autres c'est comme ça que j'ai eu mon job chez Microsoft, et puis ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Donc chez Microsoft maintenant on est une douzaine de Java Champions, je bosse avec je pense tous, peut-être pas tous les jours mais très très régulièrement, donc ça fait partie c'est une petite j'allais dire une petite communauté à l'intérieur de Microsoft aussi qui est assez intéressante, hein. On est ce qu'on appelle chez nous une V-team, une équipe virtuelle. On est tous sur la même technologie, on essaie de tous de la pousser ensemble, mais en même temps, on n'est pas dans les mêmes équipes chez Microsoft. Je ne sais pas si tu peux l'annoncer maintenant, mais il y a un nouveau Java Champion qui est arrivé ou qui va arriver. Ah ouais, non, alors on peut le dire, parce qu'il est arrivé il y a 1 ou 2 semaines chez Microsoft. C'est Jean Bisutti, qui est français. Alors, il y avait Antonio Goncalves qui nous avait déjà rejoint il y a, je dirais, 4 ou 5 mois. C'était un peu ma faute. Donc, Antonio, si tu nous écoutes. Et là, Jean, pareil, c'était un peu ma faute aussi. Donc, je suis content de pouvoir pousser les Java Champions à venir chez Microsoft. Il faut savoir qu'on a des postes ouverts tout le temps sur alors toutes les technos, mais entre autres sur Java. Après, la compétition est toujours un petit peu rude, hein. Dès qu'il y a un poste ouvert, il y a pas mal de gens qui postulent. Forcément, Java Champion, ça aide, hein. Donc, Microsoft aime bien ce genre de titre, parce que ça montre forcément une certaine compétence et une reconnaissance dans le domaine. On essaie d'avoir les gens, j'allais dire les meilleurs pour les différents domaines. Et Jean, c'est quelqu'un, donc Jean Bisutti, il est connu pour avoir bossé sur des outils de monitoring en open source. Pareil, il fait toujours de l'open source. Et chez nous, il va partir sur les parties de monitoring Java sur Azure. Ce qu'on disait tout à l'heure, sur toutes nos offres managées Java, il y a du monitoring intégré. Typiquement, là, voilà, vous cliquez sur un bouton et il y a un agent Java qu'on installe automatiquement et qui va monitorer votre app. Et cet agent va être amélioré de plus en plus, entre autres par des gens comme Jean. Par contre, si vous partez sur du Docker, à vous de vous débrouiller. Alors, on va, je suppose, à terme, proposer des images Docker avec l'agent à l'intérieur. C'est peut-être même déjà le cas. Pour le coup, c'est pas du tout mon domaine. Mais par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y a un setup particulier à faire. Donc, c'est toujours un choix. Est-ce que vous voulez une offre managée ou une offre que vous gérez vous-même? Après, ça dépend des goûts et des pratiques de chacun. Mais voilà, donc voilà, Jean, si nous entend, heureux d'avoir encore un Java Champion français chez Microsoft. C'est que du coup, on est 3 quand même. Il y a quand même 3 Java Champions français chez Microsoft, ce qui est quand même à mon avis, c'est pas fréquent. Merci beaucoup, Julien, pour ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt également. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.